Mbote, Otep, Jambo, Matundo, Amos, à vous tous, mes très chers frères et mes très chères sœurs Kamitou. J'espère que vous allez bien. Menzona Zaneter, je nous vois à vous tous. Bon, je voudrais d'abord vous remercier, avant de commencer, je voudrais vous remercier de toujours suivre ma podcast channel pour tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés, qui like, qui partagent et qui commentent récemment, du mieux qu'ils le peuvent, sur cette podcast channel. Cela va bientôt faire 1 an que j'ai ouvert cette podcast channel. Et je suis plutôt ravie de mes recherches parce que au-delà de juste faire cette podcast channel, moi aussi je fais des recherches. J'ai établi mes hypothèses qui ne plairont pas à beaucoup d'entre vous, même à beaucoup de personnes, parce que je me suis rendu compte qu'il y a sûrement quelques petits locodins perdus là qui écoutent cette podcast channel. Donc, il est clair que ça ne plaira pas à beaucoup de personnes. Je remercie évidemment ceux qui me suivent sur AfriTube. Je remercie aussi ces personnes parce que c'est intéressant de se faire suivre des deux plateformes. Bon, en attendant que Kouma aussi se rétablisse. Sinon, voilà, moi, je suis assez ravie de savoir que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours présent. Ce n'est pas évident, je le sais. Et puis, écoutez, un podcast, surtout que ce ne sont pas des vidéos. Moi, je vous dis, moi, je préfère qu'on écoute, même si pour beaucoup, ça les rend plutôt mal à l'aise, parce qu'il y a des gens qui n'apprécient pas forcément ma voix, voilà. Mais je vous dis, c'est comme ça, c'est ma voix, c'est naturel. Mais bon, je ne suis pas là pour plaire aux gens, mais on est là pour mieux comprendre le contexte. Donc ici, nous sommes là, nous faisons des séances de lecture plus ou moins quotidiennes qui explicitent les procédés que le CODERM, la société de CODERM en général, a mis en place pour instrumentaliser le peuple mélanoderme et pouvoir faire à la fin que les Africains s'autodétruisent entre eux pour qu'ils aient l'Afrique sans les Africains, pour qu'ils aient le monde sans les Noirs. Et donc, suite à cela, ils ont créé des milliers de pseudosciences, des pseudosciences qui ont pour seul et unique but de détruire le mélanoderme, détruire la sphère familiale mélanodermique. Le but est de détruire la famille mélanoderme, le père, la mère, les enfants, pour que ces personnes ne se sentent plus appartenir à la Terre. Ils ne se sentent plus parmi les êtres vivants, ils ne se sentent plus parmi les êtres de la création. Ils doivent se relayer à des trucs de sous-zone là et à la fin, ils doivent finir par être détruits. L'unique but du leucoderme est né de sa haine inconnue et connue envers ce peuple. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas là dans une vision où il y a des personnes naïves. Vous savez, dans la vie, tout le monde fait un choix. Comme ça a été le cas de Champollion Figeac, il a fait le choix, vous savez, il avait les originaux des travaux de Champollion le Jeune, qui lui-même était mythomane, et il avait même les trouvailles de Volney, qui lui-même était mythomane, même si les deux, bon, Champollion le Jeune et Volney, plus ou moins, ont essayé de dire la vérité d'une certaine façon, parce qu'il y avait des choses qu'on ne peut pas cacher. Vous savez, c'est comme quand il y a des Noirs qui sont admiratifs des leucodermes, qui disent l'histoire des Noirs, etc. Bon, toujours à la recherche du bon leucoderme. Bref, vous savez, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher parce que ces choses sont trop flagrantes, elles sont trop visibles. Et donc, à un certain moment, il est clair, il est évident que ces choses vont être dévoilées. Que ce soit par un mélanoderme, que ce soit par un leucoderme. Quand le leucoderme dit la vérité, c'est une bonne chose, c'est dans l'ordre de la vérité. Ça ne veut pas dire par là qu'il aime les mélanodermes, ça veut juste dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas cacher parce que c'est trop visible. Vous savez, c'est comme ça dans la vie. Moi encore, je peux même suivre des mélanodermes dire ça, ou je ne suis pas obligée de croire à la lettre que le leucoderme dit, mais il y a des choses qu'on ne peut pas cacher parce que c'est trop visible et ça ne sert à rien, à la limite, de les cacher. Donc, c'est en l'honneur de la vérité, ce n'est pas en l'honneur du fait de dire, ah, en fait, il y a de bons leucodermes, on doit les mettre dans les combats. Ce n'est pas ça. Volney était mythomane. Il était mythomane, il a menti sur pas mal de choses. Et puis, s'il a fait ces très bonnes trouvailles, ces très bonnes recherches, je dois toujours appuyer le contexte. La tsarine, évidemment, de Russie, voulait quelqu'un de compétent, quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui voulait bien faire des choses.
Et Volney entrait bien dans les grâces. Pour entrer dans les grâces, en fait, de la tsarine, il a dû faire plus ou moins ce travail objectif. Mais entre-temps, il a quand même dû mythomaniser parce que, d'une part, c'est quand même aussi invraisemblable. Et je vous renvoie encore sur ma vidéo là. C'est quand même invraisemblable que ce soit des nègres, comme il a dit, des nègres à qui nous devons les sciences, etc. Donc, c'est terrible. Pour lui-même, c'est un choc de le savoir. C'est un choc de savoir que ces gens aujourd'hui qui sont nos esclaves, jusqu'à aujourd'hui, je parle de 2021, ces gens qui sont nos esclaves, c'est eux qui ont été à l'origine de la croyance, de la spiritualité, des sciences, etc. Aujourd'hui, nous les prenons comme des objets, etc. Donc, euh, que Bonnet le dise, qu'il est plus ou moins établi que le sphinx était vraiment une tête de noix, donc une tête négroïde, etc., avec caractéristiques négroïdes, qu'il l'ait dit ou pas, c'était dans l'ordre de la vérité et aussi c'était pour entrer dans les bonnes grâces de la tsarine. Il y avait aussi ce double complément, c'est-à-dire il pouvait, en disant un peu de vérité, pouvoir bénéficier de certains privilèges. Vous savez, le royaume de Russie à une certaine époque, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, si il fallait tout faire pour entrer dans les grâces de cette reine, bah, évidemment, n'importe qui allait le faire. Donc, ce n'est pas non plus n'importe qui. Et puis, pour ceux qui aimeraient bien connaître l'histoire de la Russie, je vous invite à découvrir cette histoire. Donc, ce n'était pas quand même n'importe qui la tsarine de Russie. Et donc, il devait tout faire quand même pour l'impressionner, quitte à même à dire une vérité qui fâcherait beaucoup de personnes. Mais quand même, c'est assez en l'honneur de la vérité. Donc, il se le devait de le dire. Pareil avec Champollion le Jeune. Il y a des choses qui sont quand même incroyables dans la vie. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours cacher, pas parce qu'il y a l'idéologie, certes il y a l'idéologie, parce que ce soit Volney, que ce soit Champollion le Jeune, il y a eu l'idéologie, et c'est pour ça qu'ils ont menti, hein, parce que même s'ils ont essayé, c'était parce que derrière, voilà. Et donc, c'est pareil avec Champollion le Jeune, il était ébloui par au moins cette trouvaille scientifique dans la manière où il voit ces personnes qu'on voit nègres, mais qui sont des personnes d'un intellectualisme flagrant qui fait frissonner, qui fait limite peur. Oui, ça fait peur parce que créer, créer l'écriture, ce n'est pas donner à tout le monde de créer une écriture. Et déjà, les premiers peuples qui ont donné naissance à l'écriture sont les mélanodermes. Je ne peux pas dire que la société mélanodermique a connu la préhistoire, ce n'est pas possible. Je vous ramène encore au contexte historique que l'Antiquité, c'est une période hellénistique. La préhistoire, c'est le locoderme. Le locoderme ne savait ni écrire ni lire. Or, nous, à l'époque de la préhistoire, nous savons déjà lire, écrire, puisque c'est nous qui avons inventé tout cela. Donc, le système éducatif, ça vient de nous. Donc, je pense que Champollion le Jeune a été quand même étonné, il a eu aussi une frayeur. Mais vous savez, même dans la frayeur et la honte, aussi la honte du fait qu'il a découvert qu'en fait ses ancêtres c'était des sauvages, dans lui-même, c'est peut-être aussi ça qui l'a un peu amené, un peu à mythomaniser, mais on sentait qu'il était admiratif et en même temps il était époustouflé parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Imaginez un moment, vous qui écoutez ma podcast channel, imaginez que un moment, vous partez, vous qui aimez vraiment votre histoire, je ne parle pas des personnes qui sont dans la religion, qui voient leurs ancêtres comme des sorciers, je ne parle pas de ça, je parle des personnes qui sont vraiment dans la spiritualité. Imaginez un moment que vous découvrez que vos ancêtres euh, sont à l'origine, que par exemple ton père ou ton arrière-grand-père était à l'origine de la création de tel temple, etc. Ou j'ignore quoi en fait. Vous ne seriez pas vous-même extrêmement fier, hein? Même si entre-temps, vous savez, c'est comme ça dans la vie de chaque être vivant, votre grand-père a fait des trucs, entre guillemets, pas très corrects, mais dans l'ensemble de son parcours, il a quand même fait des choses incroyables pour la société mélanoderme. Et mine de rien, bah, ça vous donne un peu, ça vous émoustille un peu, vous êtes en admiration, vous êtes subjugué en fait, vous êtes subjugué par tout cela, par tout ce travail. Surtout que
Aujourd'hui, on nous taxe de paresseux, de moins que rien, de faibles, de donneurs, d'enfants, etc., de tout à cœur, je ne sais pas quoi. Et voir ça émoustille, ça redonne la force, ça donne la vigueur et ça nous rappelle notre existence sur cette terre. Je vous rappelle encore, moi je suis dans une notion de vie, je ne suis pas dans la notion de l'humanité. Parce que j'estime que ce mot, c'est un mot problématique. Vous l'avez suivi avec Alagui et vous allez encore le suivre dans d'autres lectures que nous allons faire de lui. Parce que, croyez-moi, nous allons faire des lectures davantage. Vous allez comprendre que c'est un mot limité. C'est un mot limité. Et c'est vrai, même dans son vocabulaire, c'est un mot extrêmement limité. Donc, moi, je préfère dire la vie parce que la vie, ça s'étend, c'est quelque chose qui n'est pas fixe, c'est quelque chose qui vibre partout. C'est une histoire de vibration, c'est une histoire de vie, c'est une histoire d'énergie, c'est une histoire d'atomes et d'explosion d'énergie. Et c'est ça qui constitue les êtres vivants, en fait. Et je pense, et je l'assume même, que sans les autres espèces environnantes de cet univers, de cette planète ou de ce système solaire, je pense que rien n'aurait de sens. Limiter la chose à l'être humain, encore que c'est un terme à revoir, je pense que c'est pathétique et ça englobe des choses. Je vous ramène encore sur Kalegi qui a englobé pas mal de choses terriblement fausses, rien qu'avec le mot humain. Et rien qu'avec ce mot humain, beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec l'histoire de ce type, rien à voir, vont se sentir mêlées. Je pense que comme Cheikh Anta Diop et beaucoup dont vous n'avez probablement pas lu, dont vous ignorez carrément la chose, ils ont dit de s'intéresser au phénotype et s'il faut expliquer les choses un peu plus en détail et mieux caractériser les choses, il faut expliquer et préciser les phénotypes. Il faut les préciser en fait. Parce que si vous ne les précisez pas, vous serez perdu. Vous allez dire des mots qui n'ont pas de sens, qui sont englobants et dans lesquels vous-même, vous allez vous-même vous faire disparaître. C'est très important ce que je dis parce que au final, nous verrons bel et bien que c'est ça le problème. Vous savez, les choses se font petit à petit et se règlent petit à petit. Donc, excusez-moi pour cette longue introduction. J'espère que ça ne vous a pas énervé ou dérangé. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième partie, la falsification de l'histoire. Pas moderne, comme lui c'est écrit dans le chapitre, mais la falsification de l'histoire de Kamaka Chopa. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons lire un peu le reste de lecture de Champollion Figeac, qui, malgré sa mythomanie qui était extraordinaire avec les nègres blancs, etc., il avait quand même dit quelques points. Il se contredisait entre-temps. Vous savez, la folie, c'est quelque chose d'incroyable. Et tout de suite après, nous allons lire quelques traités de Cherubini. Cherubini, sa particularité, c'est que c'est un être pitoyable. Vous savez, il y a un moment dans la vie, dans tout type de chercheur, on se demande si réellement il a eu son certificat scientifique par hasard ou en fait, où il l'a vraiment eu. Et s'il a vraiment une façon vraiment étudiantine, très très bien, c'est qu'il faut remettre en cause l'école d'où il sort. Cherubini a plus ou moins, moi je l'estime, il a plagié Hérodote sur certaines choses. Et évidemment, vous savez, la négrophobie, c'est quelque chose de très particulier parce que la négrophobie fait en sorte que, ou l'antisémitisme, ça fait en sorte que vous ne regardez pas la chose telle qu'elle est dans son objectivité. Cherubini avait peur, comme tous ces autres, c'est-à-dire Voltaire, Rienzi, le jeune Figeac, etc., Frobenius, et tous ces trucs. Ils ont eu tous la même phobie. Et puis, ils n'ont pas exactement précisé les phénotypes. Mais Cherubini est quand même allé très loin dans sa négrophobie, dans ce qu'on va lire. Il n'avait pas de propos très scientifiques. Il avait des propos très injurieux. Quand même, c'est quelque chose qu'on a d'un scientifique. On parle quand même d'un scientifique. On s'attendrait à des explications un peu plus pointueuses avec des chiffres, etc. Mais on est allé sur des séries d'injures. Et je rappelle, il injurait, il insultait des rois d'Égypte, des rois de Kémet, qui se disent des rois d'Égypte. Vous savez, on parle quand même de personnes qui avaient de très grandes fortunes et dont eux-mêmes
les égyptologues, entre guillemets, sont allés piller et donc sont allés voler en fait. On parle quand même de personnes avec de grandes richesses qui ont établi des lois, etc., mais dont évidemment les, entre guillemets, scientifiques sont partis voler, raconter les histoires. Donc, ça revient quand même sur un point très intéressant. Mais je vais d'abord aussi brièvement expliquer ensuite, parce que ensuite nous allons lire quelques petits propos de Fontanès. Fontanès, qui est aussi pitoyable que son frère Cherubini, lui aussi, il a là des propos, je dirais, abracadabra dans l'explication des véritables rois de Kémet, bon, que vous pouvez comprendre un roi d'Égypte. Euh, mais sachez que quand je dis Kémet, ça ne se limite pas à l'Égypte. Le royaume allait au-delà du pays que vous connaissez, Égypte. Ça allait au-delà. Et je vais davantage vous expliquer. Nous allons lire aussi beaucoup de textes aujourd'hui. Et ce qui est donc incroyable avec ces deux personnes, et dans leur attitude dénigrante, dans leur attitude dévalorisante, dans leur attitude injurieuse, pitoyable, vraiment, il n'y a même pas de mots. Vous voyez, c'est pour vous dire que même quand vous êtes un noir riche, parce que là on parlait des rois quand même, on parlait de rois, des reines, des personnes fortunées, des personnes qui avaient un statu quo très haut, des personnes qui ont mis en place le système scientifique dans le monde, des personnes qui ont créé les sociétés, les premières grandes sociétés de la Terre. Mais vous voyez comme ils sont mélanodermes. Ils sont traités comme des chiens, des bons à rien, des feignants. Ils sont traités de la même façon qu'un locoderme, peu importe riche, pauvre, vous parle. Donc je vous ramène à ceci comme interrogation personnelle. Vous-même, au vu des choses que vous observez au quotidien, vous pensez qu'il y a vraiment une différence entre ce que j'ai déjà lu jusque-là, ce que je vous ai dit, et ce que je vous ai encore redit, et ce qui est écrit dans ces textes de entre guillemets scientifiques, chercheurs, explorateurs, anthropologues, des pseudosciences. Et ce sont toutes des pseudosciences. C'est-à-dire elles ont été toutes créées de façon volontaire pour juste détruire un seul peuple. Et c'est le même peuple-là, le peuple mélanoderme, qui est celui qui, de façon aliénante, va répéter les mêmes erreurs. Donc, c'est-à-dire, même si vous êtes riche, mélanoderme, même si vous êtes beau, même si vous êtes belle, même si vous avez épousé un locoderme, même si vous avez épousé une femelle locoderme pour les hommes, même si vous avez eu des parents adoptifs, même si vous avez adopté des enfants locodermes, même si vous avez fait tout ça, à la fin, ils vous voient comme des nègres et ils vous détestent pour ce que vous êtes. Je vous rappelle encore le contexte que j'avais dit la dernière fois que je vous avais fait la lecture sur Lynch. Je vous ai dit que Kemet était à son apogée. C'était la plus grande création sociétale de la Terre. La plus grande. Et que malgré tout cela, les sociétés métissées, les enfants métis issus du mélange n'ont pas respecté les Kamitou, puisqu'ils sont allés vers la leucodermie. Est-ce que, d'un point de vue personnel, quand vous réfléchissez à ce contexte, alors qu'on était dans un paradigme kamite, comment pouvez-vous m'expliquer, c'est quand même une interrogation personnelle, comment pouvez-vous m'expliquer le fait que ces enfants aient décidé de trahir Kama Kachupa? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer en fait? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? On était dans le contexte où Kama Kachupa était à son paroxysme. Comment l'expliquer? C'est juste pour vous dire que ce n'est pas juste une notion de paradigme occidental, une notion de paradigme occidental. De base, la négrophobie s'est faite comment? Comment s'est-elle créée? Elle n'a pas été créée de façon ex nihilo comme ça. Il y a eu tout un processus négrophobial qui a commencé depuis les grottes de Caucase. Et c'est en ça qui explique évidemment cette prolongée haineuse jusqu'à aujourd'hui. Qu'il y ait de l'aliénation ou pas. Vous savez, l'être vivant, il fait des choix dans la vie. Il fait des choix, vous savez, Volney,
aurait pu ne pas mythomaniser et dire de A à Z la vérité clean. Je pense que la Tsarine aurait toujours accepté. Et je pense que pareil pour Champollion le Jeune, pareil pour Figeac, pareil pour Rienzi, pareil pour Chérubini, pareil pour Fontanès, et pareil pour Loret, pour Frobenius, toutes ces personnes, pour William Farg, etc. Pareil, ils auraient pu dire les choses véritables. Mais vous savez tous pourquoi ils ne l'ont pas dit. C'est parce qu'au fond, et même s'ils ne veulent pas l'avouer, au fond, mais les écrits ne trahissent pas, au fond, il y a une haine là. La négrophobie, c'est pas quelque chose que on va vous dire frontalement, on va vous frapper, on va vous violer, on va vous violenter. Non, c'est quelque chose qui est là. Je veux dire que c'est le point caractéristique du gène du leucoderme. Donc, il est génétiquement comme ça. Parce que sans ce système de défense, il disparaîtrait en fait. Tous les leucodermes pourraient même se métisser en fait. Et tous auraient disparu. Mais ils savent qu'ils sont peu sur la Terre. Ils ne sont pas beaucoup les leucodermes, type caucasien. Les types caucasiens ne sont pas beaucoup, autant même que les types œil bridés. Parce qu'on a les types œil bridés, leucodermes, mais sachez qu'il y a des noirs aussi qui ont les yeux bridés. Je parle de noirs œil bridés. C'est pour ça que je précise œil bridé, leucoderme, parce qu'il y a aussi les noirs œil bridés. Il y a aussi les noirs hindous. Il y a les noirs qui sont du Moyen-Orient. Ils sont véritablement noirs. Et d'autres avec des cheveux crépus, je ne parle pas des Dravidiens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Sans ce système de défense, eux tous seraient même tous des métisseurs et peut-être que tous se seraient entretués depuis. Sachez que les ordres qui ont été mis en place pour détruire le système mélanodermique sont des ordres qui ont été créés depuis la rencontre entre ces deux êtres. C'est parce qu'en sortant de ces grottes, le leucoderme, lorsqu'il est sorti, il a vu qu'il y avait là des choses qui étaient mises en place. Il était étonné. Il n'avait pas beaucoup de choses à créer, il n'avait rien à prouver au monde. Il est venu, tout était déjà là. Il a vu ces personnes qui étaient noires, qui leur rappelaient l'obscurité, les ténèbres qu'ils ont vécues. Ces personnes les ont choqués avec leur intelligence. Elles ont brusqué ces personnes avec leur intelligence. En plus, le leucoderme puait, ils ne savaient pas se laver, ils ne savaient pas parler. Ils étaient encore d'autant plus traumatisés. Le patrimoine génétique du leucoderme se rappelle du mélanoderme et le choc qu'il a eu en le rencontrant pour la première fois. Le choc brutal. Parce que, en fait, le leucoderme est un être inférieur. Et son seul moyen de survie, c'était de trouver un moyen de rabaisser ces gens qui lui rappellent qu'il est un être inférieur. Aujourd'hui, voir des mélanodermes fustiger la leucodermie, s'étonner, vibrer, je ne sais pas ce qu'ils font. C'est pitoyable, c'est vrai, c'est pitoyable. Mais c'est parce qu'il y a eu toute une réflexion. Les ordres, comment dire, c'est une société de plusieurs ordres, c'était plusieurs castes, plusieurs groupes. Comme vous observez aujourd'hui, les leucodermes se mettent toujours en groupe, qu'ils soient sur Kamakachopa, sur notre terre, qu'ils soient à l'extérieur, qu'ils soient sur leur propre terre. Ils se mettent toujours en groupe. Donc, il y a eu plusieurs castes comme ça, plusieurs groupes qui se sont formés depuis ce départ de choc visuel, cosmique, je dirais même, entre ces deux êtres. Ils ont formé des petits groupes de leucodermes. Les premiers, ceux qui avaient plus d'idées, ceux qui avaient plus d'âne, c'est ceux qui sont là aujourd'hui, puisque c'est leurs descendants qui sont là, de génération en génération, qui sont là aujourd'hui. C'était une compétition. Tous les groupes leucodermiques devaient descendre la population mélanoderme. Eux tous. S'il fallait passer par les mariages, s'il fallait avoir des enfants interraciaux, même qu'ils ne désiraient pas, mais dont ils ont vu l'utilité, ils allaient l'avoir en fait. Ils allaient avoir ces enfants. On a la chance que, et c'est même peut-être par rapport à cette histoire de gènes et par rapport à des gènes dominants, vous voyez, qu'on a eu des enfants interraciaux qui sont quand même venus, qui ont été quand même en appui à la société mélanodermique. Mais une grande majorité, comme ce que l'on voit en Haïti, cette caste-là, toute leur vie, c'est d'être en admiration avec leur propre père et mère.
C'est un détail à ne pas mettre à côté, ce n'est pas un détail à négliger. Et c'est pour ça que je vous rappelle encore que la métissagerie, c'est depuis la période d'Akhenaton. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je vous le dis, ça n'a rien d'extraordinaire. Le vivre ensemble, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas un concept sociétal extraordinaire. C'est un concept sociétal vieux depuis longtemps. C'est un vieux concept. Rien de nouveau. Et donc, tout ce que vous allez voir là, qu'on essaie de vous prouver ou montrer comme concept novateur de la société pour que tout soit dans l'équilibre entre les peuples, là, c'est totalement faux d'abord de un, et puis c'est capitalisé, donc ça veut dire que c'est même pas dans un but de créer une union, en plus c'est dans une vision globalisante où, évidemment, il n'y a qu'un seul type de culture qui va être mis en avant, et c'est la culture de celui qui a dominé en fait, de celui qui a faussement dominé, du mythomane. Donc, on n'est ni dans la globalisation, parce que c'est faux en réalité, on n'est pas dans la globalisation, on est dans une acculturation et dans une vision de mort des cerveaux. Donc, on est dans ce qu'on appelle littéralement un coma cérébral à but mortel, ciblé pour une classe ou un peuple précis, partout il se trouve, que ce soit sur Kamakachopa, Alkebulan, qu'on appelle vulgairement Afrique, qu'il soit sur les continents des Amériques, nord, sud et même centraux, même si pour moi, le Mexique, je le vois plus bon, au nord, mais bon, on va dire sud, bon, tant pis, pour moi, c'est pas vraiment l'Amérique centrale, ça n'existe pas, mais bon, on va dire le pont entre deux mondes, et que ce soit sur les terres européennes, on voit que le système est le même. Sur les terres asiatiques, on voit que c'est pareil. Sur les terres océaniennes, donc c'est pareil, partout se trouve le noir. C'est le même système bancal d'instrumentalisation comateur à but mortel. Donc ce que j'appelle la mort du cerveau volontaire, ciblé, on appelle le serial killing mass mind ou cerveau si vous préférez. Ça, c'est une tuerie en série massive de cerveau précisée sur un phénotype précis, qui est le phénotype du mélanoderme. Voilà le but final. Et donc, tous ces pseudo-scientifiques, toutes ces pseudo-sciences, que ce soit l'égyptologie, parce que oui, l'égyptologie, c'est véritablement une pseudo-science, puisque jusqu'à aujourd'hui, ils racontent toujours des conneries. Comme je vous ai dit, c'est quand ils vont être atteints d'un cancer qui va les tuer dans 2-3 mois, ils vont essayer de vite écrire un petit article ou un petit livre, là, vite fait, où ils s'excusent en racontant la véritable histoire. Entre-temps, on ne sait pas si ce livre va bien se faire vendre, etc. Ils vont mourir, ils vont se dire qu'ils ont fait la belle affaire. Mais ça, c'est pitoyable. Beaucoup de locodèmes, c'est ce qu'ils font. Ce sont des lâches, c'est une vérité. Beaucoup sont lâches. Beaucoup. Même ceux qui disent qu'ils vous aident là, même ceux qui disent qu'ils sont là pour vous aider, sont des lâches et des menteurs. Beaucoup, ce sont des lâches et des menteurs. D'où ma Open Channel, qui est de créer en vous un mécanisme pour faire en sorte que vous sortez de ce déséquilibre mental, qui fait en sorte que vous ne voyez que la société locodermique comme rebond et recours pour sortir de vos problèmes. Que ce soit les femmes noires qui cherchent désespérément l'homme locoderme, même un vieux papa, juste pour avoir son héritage, alors que derrière, il y a eu plusieurs enfants qui veulent le même héritage. Ça, il faut être une femme noire malheureusement désespérante, en fait. Que ce soit les hommes noirs désespérés qui ne savent pas pourquoi ils partent chercher la femme locoderme pour se faire manipuler, devenir des objets. Ça aussi, ça c'est un type de désespoir qui n'a pas de nom. Ou évidemment les universalistes, les amis des locodermes, ceux qui cherchent désespérément l'amitié, cherchent le bon locoderme, ils veulent être avec lui au péril de leur vie. Ça, c'est aussi du désespoir. Mais tout cela s'explique parce que c'est une machination qui a été spécialement fabriquée pour le mélanoderme. Et je peux vous l'assurer, c'est vrai, et ça fonctionne toujours, que quand un locoderme met un titre, il parle du Mali, la beauté des femmes africaines, tout le monde, vous allez voir le grand public en commentaire qui donne de la visibilité. Ce sont des noirs pathétiques en quête désespérée, d'amour désespérant. Voilà, c'est du désespoir. C'est le désespoir. C'est le désespoir. Bon,
Allons-y, commençons la séance de lecture. Je vous remercie. N'hésitez donc pas à liker, à partager, liker aussi. C'est toujours gentil de votre part de faire ce petit geste. Allons-y. Il est curieux de remarquer, j'ouvre les guillemets, pardon, il est curieux de remarquer qu'ici, Champollion-Figeac parle du temps seulement entre guillemets cuivré des abyssins et que dans le même chapitre, 2 pages plus loin, il écrit à propos des multiples nuances de couleur nègre. J'ouvre les guillemets. De longues guerres avaient mis en contact l'Égypte avec l'intérieur de l'Afrique. Aussi distingue-t-on sur les monuments égyptiens plusieurs espèces de nègres différentes. Entre elles, avec les traits principaux que les voyageurs modernes ont aussi indiqués comme des dissemblances soit à l'égard du teint qui fait les nègres noirs ou les nègres cuivrés, soit à l'égard d'autres formes non moins caractéristiques. Page 29-30. Je ferme les guillemets. Cette contradiction nouvelle sous la même plume vient confirmer ce que nous avons dit des 2 hommes qui venaient immédiatement après le dieu Horus. Bon, il dit Horus, mais bon, vous pouvez voir ça comme héros, c'est-à-dire l'Égyptien et le nègre. Ces 2 hommes appartiennent à la même race. Il n'y a plus de différence de couleur entre eux qu'entre un Bambara et un Valaf, qui sont tous 2 des nègres. Le soi-disant teint, entre guillemets, rouge sombre du premier, le teint, entre guillemets, seulement cuivré de l'abyssin et le teint, entre guillemets, cuivré du nègre ne sont qu'un seul et même teint. Il n'est pas inutile de souligner que la description de l'auteur s'attarde à des détails non significatifs tels que, entre guillemets, le regard agréable, etc. Je vais quand même vous relire ce passage où il parlait du regard agréable lorsqu'il faisait référence au propos du docteur Larrey. J'ouvre les guillemets. Ça, c'est Champollion-Figeac à propos du docteur Larrey. Le docteur Larrey fit de curieuses recherches sur cette question en Égypte même. Il dépouilla un grand nombre de momies, en étudia les crânes, en reconnut les principaux caractères, chercha à les retrouver dans les races diverses vivant en Égypte. Et y réussit. Les abyssins lui parurent les réunir tous, à l'exclusion surtout de la race nègre. Ouais, l'appui sur le mot nègre, et surtout l'appui sur le fait qu'il est dit à l'exclusion surtout de la race nègre. Vous voyez que pour un explorateur, un chercheur, quelqu'un qui se dit être scientifique, on voit très bien qu'il y a un dégoût en fait. Il y a un dégoût pas possible vis-à-vis de cette race. Voilà. L'abyssin a les yeux grands, le regard agréable. Il n'est pas inutile de souligner que la description de l'auteur s'attarde à des traits non significatifs, comme j'ai dit, le regard agréable, etc. On doit relever la confusion qui règne sur le terme berbère. C'est là encore une épithète appliquée improprement à des populations de la vallée du Nil, qui n'ont rien de commun avec ce qu'on est convenu d'appeler les Berbères et les Touaregs. Il n'y a pas de Berbères en Égypte. Nous savons par contre que l'Afrique du Nord était désignée du nom de Berbérie, les États barbaresques. Cette région est le seul habitat réel des Berbères. Le terme a été appliqué par la suite improprement à d'autres populations. La racine de ce mot dont l'usage remonte à l'Antiquité serait d'origine nègre plutôt qu'indo-européen. En effet, elle correspond à la répétition sous forme d'onomatopée de la racine ber. Cette forme d'intensification du radical est générale dans les langues nègres et en particulier dans la langue égyptienne. D'autre part, la racine bar, signifiant valaf, parler rapidement et barbare, pourrait désigner un peuple qui parle une langue inconnue, donc un peuple étranger. Alors, un barbare, c'est un étranger. Et donc, nos ancêtres, quand ils ont vu les leucodères venir, c'était des étrangers, en plus de leur manière de parler, qui était une manière de parler étrangère forcément, mais qui parlait très très vite. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous parlez à des... Peu importe que ce soit la leucodermie,
de l'Angleterre, de UK, du Canada, de FR, de l'Ukraine, etc., de tous les pays leucodermiques, du Japon, de China, de je sais pas quoi, tous les pays de leucodermie, ils parlent souvent très très vite. Vous constatez qu'ils parlent très vite. C'est un peu comme s'il y a le feu dans leur bouche, même s'ils n'aiment pas le piment. C'est comme s'il y a le feu. Et donc leur manière de parler très vite ont dû plus ou moins choquer un peu nos ancêtres. Et donc peut-être le mot barbare est sorti pour dire qu'ils parlent vite en plus d'être mal élevés. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc en Wolof, particulièrement, l'adjectif de nationalité se forme par ce redoublement du radical à l'exemple de Jollof Jollof, habitant du Jollof. Berad Berad est la forme du substantif de barbare en Wolof. En reproduisant le bas-relief de Biban el Molouk d'après le dessin de Champollion le Jeune, Champollion Figeac n'a pas respecté les couleurs de l'original. Les couleurs de l'original que, évidemment, Champollion le Jeune avait faites et évidemment que je pense avoir montré dans la séance, la deuxième séance. Donc, qui stipulait qu'en première partie, nous avons le type égyptien, dont l'homme providentiel, qui est mélanoderme, et après, on a le deuxième qui est mélanoderme, et après, on a les types métissés, qui sont les Ixos, bon, on va dire les hybridés, le coderme, et les types arabes. Arabes, c'était bien avant la religion juive, parce que la religion judaïque est venue plus tard, après, puisqu'elle était mieux organisée, parce que à ce moment-là, ce qu'on appelle les juifs étaient encore des arabes et ils avaient pour but de créer des organisations en s'inspirant plus ou moins de ce qu'ils pouvaient observer sur Kamal Kachopa pour détruire à jamais ce peuple. Bref, donc nous avons les Arabes de Mésopotamie, de Perse, etc. Et enfin, au dernier des échelons, évidemment, nous avons les types caucasiens. Mais quand même, ce qui est à questionner, c'est pourquoi, bizarrement, le métis a été placé au milieu, alors que lui, il est le fruit d'un mélange mélanoderme-leucoderme. Pourquoi le gène leucoderme qui lui a donné naissance est placé à la fin? Ça veut dire qu'il y a un questionnement, ça veut dire qu'il y a véritablement quelque chose qui est problématique. Ça, c'est un questionnement que je vous laisse évidemment avoir à titre personnel à ceux qui suivent ma podcast channel. C'est évidemment pour que vous vous questionnez aussi sur cette planche, évidemment, très importante à rappeler. Donc, Champollion Figeac, il a falsifié et il a décidé de faire sa part de planche. Il a décidé d'outrepasser le travail que son frère Champollion le Jeune avait fait. Et donc, c'était toujours pour la suite de succès. Je vous le rappelle encore, il était jaloux de Volney, jaloux du succès de Volney, que ses livres se trouvaient dans toutes les bibliothèques. Et donc, connaissant le contexte que je dois encore rappeler avant de continuer, le contexte était particulier. On est en période esclavagiste quand même. L'Europe, tous les pays européens, il faut bien le préciser, parce que ça a été prouvé que tous les pays européens, il n'y a pas un pays qui s'est lavé les mains de l'esclavage. Donc tous les pays européens faisaient l'esclavage. Et donc, c'était quand même plus ou moins inadmissible comme c'est lui, parce que c'est Figeac qui l'a dit. Figeac a dit inadmissible. Donc c'était quand même assez inadmissible que quelqu'un qui puisse dire que les mélanodermes ont été à l'innovation de tout, quand on les voit comme des esclaves pareils, ça peut pas être normal qu'un livre pareil peut être sur toutes les bibliothèques. Et donc, par rapport à cette inadmissibilité de cette vision vraiment insupportable et intolérable même pour Figeac, donc il se devait pour devoir de rétablir sa vérité à lui avec le contexte qui était évidemment lié à ce phénomène. Outrepassant le travail de son frère, même si son frère a aussi menti quelque part. Donc, je continue la lecture. Il a bien assuré le corps du nègre pour rappeler sa couleur sur les bas-reliefs, mais il a évité d'en faire autant sur l'Égyptien qu'il l'a laissé complètement en blanc. C'est peut-être une façon de blanchir ce dernier, mais ce n'est pas conforme au document. Un peu comme je vous renvoie quand même à l'histoire des Étrusques, bien que actuellement vous n'allez pas trouver online, vous n'allez peut-être même pas trouver du tout
hormis dans les livres de vrais professionnels, vous n'allez pas trouver des explications sur qui étaient véritablement les peuples étrusques. Vous n'allez pas trouver des origines promptes et propres. Ce que vous allez trouver, c'est que, bon, on va vous dire que ce sont un peu à la athénienne, voilà, bref, des locodermes, c'est ce qu'on va vous présenter. Mais on ne va pas vous dire la vérité. C'est-à-dire que c'était des mélanodermes, les Étrusques. C'était des noirs, si vous préférez, pour ceux qui ne comprennent pas trop. Quand je dis mélanodermes, je parle de noirs, des camis, tout bref. Et du coup, on les a blanchis, évidemment. On a fait... il y a eu des fouilles archéologiques, et même pas qu'entre-temps des fouilles archéologiques, mais lors des invasions barbares, Hyksos et autres des peuples type caucasien, lorsqu'ils sont décimés, vous savez, lorsqu'on fait des rasais, qu'on décime des populations, on a pour habitude de tout fracasser, de tout gâter. Et comme ces personnes, évidemment, sont aussi, on va pas se mentir, sont quand même plus ou moins à la recherche d'une certaine qualité. Et peut-être que en se questionnant un peu, ils ont constaté qu'ils étaient un peu dégueulasses. Ils se sont dit que ce serait pas mal si, à la place de ces belles images, nous avons plutôt des images qui plus ou moins nous représentent. Et donc, ils ont effacé les couleurs originales et ils ont plutôt mis des couleurs que vous connaissez. Voilà, c'est un peu comme ça que s'écrivent plusieurs histoires, en les blanchissant évidemment. Ça donne plus de qualité pour la sphère locodermique parce qu'on a besoin de rebooster le moral, parce qu'on a besoin de se créer une histoire, de se créer un monde. On est loin de l'histoire de Kant, mais évidemment, vous avez des mélanodermes qui lisent Kant et Hegel. Je ne sais pas pourquoi ils les lisent, mais bon, si vous voulez, on va vous lire un peu du Kant et du Hegel, juste un peu pour se marrer, mais franchement, c'est pitoyable, surtout lorsqu'on lit quand même plus ou moins les livres, même si ce sont un peu des schizophrènes, c'est le coderme, ces gens qui ont écrit, c'est entre guillemets, égyptologues, Volney, tout ça, qui ont écrit sur le peuple noir. Bref, c'est un peu beaucoup de bavardage, mais c'était nécessaire. On va continuer. Chérubini, compagnon de voyage de Champollion le Jeune. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire, Chérubini était le compagnon de Champollion le Jeune. Il a suivi ses travaux, ils ont travaillé ensemble. Et du coup, il était plus ou moins au courant de ce qui pouvait s'y passer comme travaux. Et à moins, vous savez, je reviens toujours sur mes mots, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent ensemble, ce sont les meilleurs amis, vous les voyez toujours ensemble, vous vous dites que ils se comprennent, bon, ils sont pareils quoi. Mais malheureusement, les pensées ne sont pas les mêmes, les directions ne sont pas les mêmes, les idées ne sont pas les mêmes, les convictions ne sont pas les mêmes. Et par moments, ça donne un peu, ça prête à confusion. C'est un peu le cas de Chérubini et Champollion, mais ils se liaient, ils étaient voués sur un même point, c'est-à-dire la recherche. Mais on s'est rendu bel et bien compte que l'objectivité pour l'un et pour l'autre, c'était pas trop la même vision, c'est-à-dire, ils voyaient pas la même chose. C'est-à-dire, Champollion le jeune, il a vu ce qu'il voulait voir, c'était une réalité. Mais évidemment, pour peut-être, par principe, par respect, parce qu'il a eu quand même une admiration pour ses pairs. Ils sont quand même sortis de la sauvagerie pour devenir, entre guillemets, des hommes incivilisés, pour ne pas dire civilisés. Donc, voilà un peu. C'est peut-être ça qui avait motivé aussi Champollion le jeune à mythomaniser, parce que c'est pas croyable quand même que, voilà. Mais Chérubini, il avait travaillé avec Champollion le jeune. Ils ont peut-être plus ou moins, entre guillemets, décrit du mieux qu'ils ont pu les hiéroglyphes. Mais ce qui est quand même encore assez incroyable, c'est la manière avec laquelle Chérubini va décrire la suite. Il va décrire la suite de ces événements. Lorsqu'on parle quand même de l'Italie, hein, on s'attend à des réflexions très poussées, surtout dans le domaine, pas seulement artistique, mais dans les domaines même purs de la logique. Parce qu'on va vous raconter la Maria del Fiori, la cathédrale, on va vous raconter tellement d'histoires et vous allez être très impressionné sur la manière dont les Colisées et autres infrastructures ont été créées. Mais là, ce qui est quand même pitoyable, c'est la manière avec laquelle Cherubini va s'exprimer. Il va s'exprimer. Alors qu'on parle de l'Italie, hein, beaucoup, quand ils entendent Cherubini, ils se diront que on s'attend vraiment à quelque chose de qualitatif, quelque chose d'extraordinaire à la italiano. Donc, cela renvoie encore à ce phénomène
illusionnisant, c'est-à-dire du fait que le coderme, rien que de par sa présence ou de par le coin d'où il vient, c'est-à-dire le type caucasien impressionne encore le type mélanoderme alors qu'il n'a rien d'impressionnant. Mais c'est parce qu'il y a une fausse image qui a été créée pour la chose. Mais là, la particularité, vu qu'on lit ce que Cherubini avait écrit sans toutefois l'avoir vu, ben, là vous serez plus ou moins tristement, pas étonné, mais tristement triste, quoi. J'ai pas de mots pour vraiment qualifier ce personnage. Il y a un peu, comme j'ai dit, un peu de plagiat avec le travail d'Hérodote. Il reprend quelque peu ces mots, ce qui veut dire qu'il y a un petit problème dans sa manière de voir les choses. Et comme j'ai dit, ce qui permet de nous re-questionner sur l'aspect des diplômes. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des diplômes, on peut se questionner. On peut aussi se questionner sur sa qualité de travail ou si il n'a pas été placé là par hasard parce qu'il se peut qu'il n'ait jamais fait d'école et que son père était, vous savez quoi, j'ai pas essayé de faire des recherches sur Cherubini, mais on peut se dire qu'il y avait tous ces éléments et que, bon, du coup, il était mis là en expédition. Et donc, suite à ces expéditions, ben, il a dû faire son truc. Mais je dois vous rappeler encore le contexte. Le contexte, on est dans les années 1800. Je le rappelle, on est encore en plein esclavage. L'esclavage finit vers les années 1848, mais ça dépend, c'est pas de l'abolition de l'esclavage, mais ça dépend encore des lieux, parce qu'il y a des lieux, même dans les années 1900, où il y avait toujours l'esclavage. Après, directement, on est passé à l'esclavage à domicile. Mais entre-temps, les livres, parce que Cherubini a sorti aussi son ouvrage en 1840, quelque part comme ça. Donc, il faut comprendre qu'on était déjà à l'avènement de la théorie de l'espèce de Darwin. Plusieurs pseudo-sciences, entre-temps, l'anatomie comparée, tout ça était déjà mis à l'œuvre. Donc, il y avait déjà tout un contexte toxique qui avait déjà été mis en place. Et donc, ce qui pourra encore plus étayer et qui pourra encore plus guider Cherubini dans sa manière de s'exprimer comme Fontanesque que je vais vous faire lire. Bon, allons-y. Cherubini, compagnon de voyage de Champollion le Jeune, utilise le même document de Biban el-Moulouk pour caractériser la race égyptienne. Auparavant, il insiste sur l'antériorité de l'Éthiopie par rapport à l'Égypte et rappelle l'opinion unanime des anciens selon laquelle l'Égypte n'est qu'une colonie éthiopienne, c'est-à-dire soudanaise mériotique. On croirait même dans l'Antiquité que c'est au Soudan mériotique que l'humanité a pris naissance et on en donnait les raisons suivantes. J'ouvre les guillemets. La race humaine devrait y être considérée comme spontanée et ayant pris naissance dans les régions supérieures de l'Éthiopie, où les deux principes de la vie, la chaleur et l'humidité, se trouvaient combinés au plus haut degré. C'est aussi dans cette région que les premières lueurs de l'histoire nous montrent l'origine des sociétés et le foyer primitif de la civilisation. Dès une antiquité qui devance les calculs ordinaires de la critique historique, apparaît une organisation sociale complètement réglée avec sa religion, ses lois et ses institutions. Les Éthiopiens se vantaient d'avoir été les premiers à établir le culte de la divinité et l'usage du sacrifice. Là aussi, ce serait allumer le flambeau des sciences et des arts. C'est à ce peuple qu'il faudrait attribuer l'invention de la sculpture, l'emploi des caractères d'écriture et enfin l'origine de tous les développements qui constituent une civilisation avancée. Cherubini, La Nubie, Collection L'Univers, page 2-3, Paris, 1847. Il continue. Il se vantait d'avoir précédé les autres peuples sur la terre et la supériorité réelle ou relative de leur civilisation, alors que la plupart des sociétés étant encore dans l'enfance, semblait justifier leurs prétentions. Aucun témoignage, d'ailleurs, n'attribuait une autre source au commencement de la famille éthiopienne, un concours de faits très important, au contraire, tendit de bonne heure à lui assigner une origine toute locale. Ici, on va lire les passages dont Cherubini fait allusion notamment au passage de Théodore de Sicile, de Diodore de Sicile. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que Cherubini, il avait, vous allez le sentir aussi quand on va lire la suite, Cherubini avait une sorte de haine. Il avait une sorte de haine envers ces peuples. Ces peuples parce que il se disait, vous l'avez suivi,
pour lui, c'est un peuple de vantards. Il appelait beaucoup le mot vantardise. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, c'est un rappel quand même. Quand vous regardez la société actuelle, quand un mélanoderme veut se montrer au plus haut degré de sa propre superbe, alors le coderme lui taxe de suprémaciste mélanoderme, de raciste, anti-blanc, etc. Comme si en fait le mélanoderme n'a plus le droit de pouvoir se montrer d'une façon glorieuse. Il doit toujours se rabaisser, il ne doit pas montrer sa supériorité. Il y a quelque chose qui est également faux dans ce qu'il dit, mais on va aller un peu plus loin une prochaine fois. C'est-à-dire, il dit que pendant que les peuples éthiopiens se vantaient de leur qualité et du fait qu'ils ont inventé beaucoup de choses, les autres peuples étaient encore tout petits. Il parle de son peuple. Il faut savoir que le peuple mélanoderme a vécu même bien avant l'apparition du peuple leucodermique. Donc, dire et préciser même qu'ils ont été des novateurs, je ne vois pas en quoi c'est mal. Vous savez, il n'y a rien de mal quand quelqu'un a créé quelque chose, il doit le dire. Il doit le dire, j'ai créé ça, j'ai créé ça. Sinon, s'il ne le dit pas, quelqu'un va piquer. Et après, il va dire appropriation culturelle, etc. Vous devez protéger votre patrimoine. Nos parents d'avant, nos ancêtres, savaient se protéger en se mettant en valeur. Bien que cela ait énervé Cherubini, pourtant, ces personnes ne l'ont jamais connu. Cherubini les a jamais vus, les a jamais connus. Mais rien qu'en connaissant cette histoire-là, il est pris d'une colère. Je vous rappelle, Cherubini, c'est un scientifique. Et il se doit d'avoir une vision très objective. Mais déjà, rien qu'à ce passage-là, on sent qu'il y a un ressenti. Il y a un ressenti. Lisons donc les paroles de Diodore de Sicile. Les Éthiopiens se disent les premiers de tous les hommes, et il en donne des preuves qu'ils croient évidentes. On convient généralement qu'étant nés dans les pays et n'y étant point venus d'ailleurs, ils doivent être appelés autochtones. Il est vraisemblable qu'étant situés directement sur la route du soleil, ils sont sortis de la terre avant les autres hommes, car si la chaleur du soleil, se joignant à l'humidité de la terre, lui donne à celle-même une espèce de vie. Les lieux les plus voisins de l'équateur doivent avoir produit, plutôt que les autres, des êtres vivants. Les Éthiopiens disent aussi que ce sont eux qui ont institué le culte des dieux, les fêtes, les assemblées solennelles, les sacrifices. En un mot, toutes les pratiques par lesquelles nous honorons la divinité. C'est pour cela qu'ils passent pour les plus religieux de tous les hommes et qu'ils croient que leurs sacrifices sont plus agréables aux dieux. L'un des plus anciens poètes et le plus estimé de la Grèce leur rend ce témoignage lorsqu'il l'introduit dans l'Iliade Jupiter et les autres dieux allant en Éthiopie pour assister au festin et au sacrifice annuel qui leur était préparé à tous chez les Éthiopiens. Voici la prose de l'Iliade 1 du 422 siècle peut-être. Jupiter ajouta suivi de tous les dieux. Éthiopien reçoit les sacrifices. On continue. Ils disent que les dieux ont récompensé leur piété par des avantages considérables, comme de n'avoir jamais été sous la domination d'aucun prince étranger. En effet, ils ont toujours conservé leur liberté par la grande union qui a toujours régné entre eux et plusieurs princes très puissants, qui les ont voulu subjuguer et ont échoué dans leur entreprise. Cambyse étant venu les attaquer avec de nombreuses troupes, son armée périt entièrement et lui-même courut risque de la vie. Sémiramis, cette reine que son habileté, ses exploits ont rendue si fameuse, fut à peine entrée dans l'Éthiopie qu'elle sentit que son dessein n'aurait point d'exécution. Bacchus et Hercule, Hercule, désolé de couper la lecture, mais Hercule, quand on fouille l'histoire, on se rend compte qu'il n'a pas existé. Donc, il y a un petit mélange entre les imaginations leucodermiques, etc. Ayant traversé la terre entière, s'abstinrent de combattre les seuls Éthiopiens, soit par la crainte qu'ils conçurent de leur puissance, soit par la vénération qu'ils avaient par leur piété.
Les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies qui fut menée en Égypte par Osiris. Ils prétendent même que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer, mais que le Nil, entraînant dans ses crues beaucoup de limons d'Éthiopie, l'avait enfin comblé et en avait fait une partie du continent. Ils ajoutent que les Égyptiens tiennent d'eux comme de leur auteur et de leurs ancêtres la plus grande partie de leurs lois, et c'est d'eux qu'ils ont compris à honorer les rois comme des dieux et à ensevelir leurs morts en temps de pompe. La sculpture et l'écriture ont pris naissance chez les Éthiopiens. Les Éthiopiens allèguent encore d'autres preuves de leur ancienneté sur les Égyptiens, mais il est inutile de les appeler ainsi. Histoire universelle, livre 3, page 337-341. Traduction Abbé Terrasson, Paris 1758. Il y a une prose de Homère à cela. Hier, pour visiter la Sainte Éthiopie, au bord de l'océan, Jupiter s'est porté. Homère, l'Iliade, 423. Si l'on considère Homère comme auteur de l'Iliade, je vous les guillemets, l'Éthiopie fut considérée comme une contrée à part de cette source, en quelque sorte céleste. Paraissait émaner le principe de la vie, l'origine des êtres, à l'exception de quelques renseignements donnés par le père de l'histoire sur ceux des Éthiopiens qu'on appelait macrobiens. On savait confusément que l'Éthiopie produisait des hommes qui surpassaient le reste de l'espèce humaine. Par l'élévation de leur taille, la beauté de leur forme et la durée de leur vie. Toutefois, on reconnaissait alors de grandes nations indigènes de l'Afrique. Les Libyens et les Éthiopiens, sous cette dernière dénomination, on comprenait les peuples les plus méridionaux ou de race noire, on les distinguait ainsi des premiers, qui, occupant le nord de l'Afrique, étaient par conséquent moins brûlés du soleil. Tels sont les renseignements généraux que les anciens nous ont légués. Page 28, page 29. Comprenez que, au fur et à mesure qu'on va lire, je vous demande d'être très attentif. Pourquoi? Il y aura des mots, il faut que vous les écoutez très bien. Je vous ai dit que le coderme, il faut écouter quand il parle. C'est quand il parle, c'est lorsqu'il parle que on comprend un peu ce qu'il est en train de dire de façon implicite, mais dont nous comprenons l'expression explicite. Notamment sur Chérubini, mais je pense que pour Chérubini, vous allez facilement comprendre sa manière de parler ou de parler de nous, si vous préférez, ou de nos ancêtres. Je vois la guillemets. On est fondé à supposer sans trop de témérité que sur aucun autre point de la terre, il ne serait rencontré une civilisation dont la marche nous fût apparue entourée de plus de certitudes et de signes incontestables, de priorité, puisqu'elle nous eût été révélée par les contemporains même de ses essais primitifs, de ses progrès, de sa maturité, alors qu'elle semblait avoir devancé de beaucoup la plupart des nations dans les voies sociales. On sait en effet que les premières lueurs de l'histoire éclairent à peine les commencements des empires les plus puissants de l'Asie, lorsque déjà une organisation mûre complètement réglée florissait depuis longtemps sur les bords du Nil, où les autres nations venaient successivement puiser des lumières, fruits d'une longue expérience, et recueillir des institutions et des leçons de sagesse consacrées par la sanction du temps. D'accord avec les monuments originaux, les écrits de l'Antiquité savante et philosophique déposent authentiquement de cette antériorité. Il n'existe peut-être pas dans l'histoire des sociétés primitives un fait dont l'évidence repose sur une unanimité plus complète et plus décisive. Page 73. Une fois de plus, un moderne nous rappelle que les anciens, ceux-là même qui nous ont transmis la civilisation actuelle, reconnaissent unanimement les savants et philosophes depuis Hérodote jusqu'à Diodore de Sicile, autrement dit, depuis la Grèce jusqu'à Rome, qui n'avaient puisé cette civilisation chez les nègres des bords du Nil, qu'il s'agisse des Éthiopiens ou des Égyptiens. Comme vous l'avez suivi, il y a fort probable que l'existence de la préhistoire n'est pas
eu lieu sur Kamakachopa. Quand vous allez suivre, je vous ai dit, rappelez-vous, l'Antiquité, c'est l'avènement du siècle hellénistique, parce que c'est à ce moment-là que le locoderme commence plus ou moins à avoir, à créer, à comprendre, ou à lire, etc., se créer une fausse culture, évidemment, copiée de celle des autres. Donc, il a mis son pouvoir par hégémonie, par destruction, par mythomanie, etc. Donc, l'histoire, c'était la période où le locoderme a appris donc à lire. La préhistoire, c'est la période où le locoderme est né et devait donc apprendre à lire et à écrire, donc en partant ou en croisant sur sa route la mélanodermie. Donc, c'est ça. Nous ne sommes ni dans aucune datation locodermique. Moi, je vous précise qu'il est bien plus important de se focaliser sur soi-même. Parce que lorsqu'on connaît son histoire, on ne se réfère plus à des dates pareilles. Tel 1000 ans avant Jésus-Christ, moins machin avant Jésus-Christ, etc. Certaines datations ne nous correspondent absolument pas du tout. Nous ne sommes ni mis dans ce registre et nous ne sommes ni nés d'une façon abracadabrante. Je vous envoie qu'ont fait la Bible, qu'ont fait les religions abrahamiques, qu'ont fait les sociétés sectaires, les livres des sociétés sectaires. Continuons la lecture. Il ressort de ce texte que les anciens n'ont jamais disputé aux nègres le rôle de premier initiateur à la civilisation. Cependant, Cherubini n'en interprète pas moins à sa façon les faits. En s'appuyant sur les bas-reliefs de Biban el Molouk, après Champollion le Jeune et Champollion Figeac, il n'apporte aucun élément nouveau relatif à la race égyptienne, si ce n'est une fausse interprétation des couleurs. Il rapporte que si le Rod En-En-Rom, l'homme par excellence, se représente en couleur brun rougeâtre, ça c'est une nouvelle couleur, rappelez-vous, rouge sombre, rouge cuivré, maintenant là on est à brun rougeâtre. C'est pour se distinguer du reste des hommes, donc par pure convention, entre guillemets. Dans ce classement des hommes des temps antiques, qui nous a été légué par eux-mêmes, nous voyons la population africaine de la vallée du Nil, proprement dite formée à elle seule l'une des 4 divisions de l'espèce humaine, et occuper la parallèle place auprès de la divinité d'après un ordre invariable reproduit en plusieurs autres endroits qui ne paraît pas du hasard. Pour rendre plus sensible la distance qui les séparait du reste des hommes, ils s'attribuaient à eux-mêmes, ainsi qu'à la divinité incarnée sous la forme humaine, une couleur de peau d'un brun rougeâtre, peut-être un peu exagérée, ou même tout à fait conventionnelle, mais qui ne laissait aucun doute sur l'originalité de leur race. Ils la caractérisaient d'ailleurs sur les monuments de leur civilisation antique par des traits particuliers, mais qui décèlent une origine sûrement africaine. Page 30. La couleur désignée ici par, entre guillemets, brun rougeâtre, que Champollion appelait rouge sombre, et qui est tout simplement la couleur du nègre, ne saurait être une couleur conventionnelle comme le voudrait Cherubini. En effet, elle serait la seule couleur conventionnelle sur ce bas-relief. Alors que toutes les autres sont naturelles, il n'y a aucun doute sur la réalité de la couleur des habits blancs du premier homme sur celle de la peau, couleur de chair tirant sur le jaune. Ou d'un basané du troisième sur la réalité de la peau blanche, de la nuance la plus délicate de la barbe blonde et des yeux du quatrième. Parmi tant de couleurs naturelles, on ne comprendrait pas pourquoi une seule serait conventionnelle. Ce qu'on comprendrait moins encore, c'est qu'elle soit une couleur nègre plus que toute autre, alors que, selon Cherubini même, ils, c'est-à-dire les Égyptiens, poussaient à leur système descriptif, ou, pour mieux dire, l'orgueil. Ça, c'est lui qui dit, donc c'est Cherubini. L'orgueil de leur extraction jusqu'à établir les différences les plus tranchées entre eux et les indigènes de l'Afrique qui les avoisinaient, telles que les populations de la race nègre avec lesquelles ils n'avaient garde de se confondre et qui classèrent dans une division à part. Je ferme les guillemets, page 30.
Les Égyptiens allèrent même plus loin et représentent leur dieu en couleur de nègre, c'est-à-dire à leur image, en noir, charbon. L'idée d'une convention est donc à rejeter purement et simplement. Ainsi, après Champollion, Figeac et Chérubini, qui voient le même document de Biban el-Molouk à travers des oreillères, c'est bien le cas de rappeler ce qui est dit plus haut. Les spécialistes, en fuyant l'évidence d'une origine nègre, tombent dans des invraisemblances et des contradictions sans issue. Un tel aveuglement peut seul faire comprendre que Chérubini ait pu trouver vraisemblable le recours à une telle convention picturale qui, selon l'idée même que s'il se fait des Égyptiens, devrait être inadmissible pour ceux-ci. L'auteur invoque les bas-reliefs du temple d'Ibsamboul, Nubie inférieure, où sont représentés les prisonniers capturés par Sésostris après une expédition vers le sud pour essayer de démontrer que les Égyptiens et les nègres appartenaient à deux races différentes. J'ouvre les guillemets. Nous voyons le roi Sésostris revenant d'une expédition contre ses méridionaux. Plusieurs captifs précèdent son char. Plus loin, le monarque présente aux divinités locales deux groupes de prisonniers appartenant évidemment à l'une de ces peuplades sauvages. Offrande consacrée aux puissances protecteurs de la civilisation qui ont favorisé le châtiment de ses ennemis. Ces hommes réunis par un même lien et presque entièrement nus, à l'exception d'une dépouille de panthère entièrement nue, à l'exception d'une dépouille de panthère qui leur, sans les reins, se distingue par la peau entièrement noire chez quelques-uns ou nuancée de brun foncé chez d'autres. L'angle facial allongé, la partie supérieure de la tête fortement déprimée, l'alliance des traits les plus grossiers avec une constitution généralement grêle, d'ailleurs caractérisée un type à part, une race au dernier degré de l'espèce humaine. Figure 33. La couleur des prisonniers reproduite à l'arrière-plan du bas-relief d'Ibsamboul montre que, contrairement aux affirmations répandues, les Égyptiens ne se peignaient pas avec une couleur différente de celle des autres nègres. Parmi les scènes figurées à Ibsamboul, il y en a une où il est impossible de déceler la moindre différence de couleur entre celle du pharaon et celle des nègres entre guillemets représentées par contre. Il n'y a aucune autre comparaison possible entre la couleur de peau du pharaon et celle des autres spécimens de race blanche qui y sont figurés. Il s'agit de la scène où le pharaon tient un groupe de prisonniers par les cheveux, page 108. Continuons la lecture. Je ouvre les guillemets sur Chérubini. Les grimaces hideuses et les contorsions qui contractent la physionomie et les membres de ces hommes décèlent en eux des habitudes sauvages. L'étrangeté de cette race, chez laquelle le moral semble à peine développé, tendrait à la placer dans un état pour ainsi dire intermédiaire entre l'homme et la brute. Ces faits sont d'autant plus saillants en présence de l'attitude noble et grave des Égyptiens. Ce contraste aussi frappant démontre suffisamment que l'antique population des bords du Nil s'éloignait autant de l'espèce des Africains méridionaux que celle des peuples asiatiques et détruit des systèmes qui avaient jusqu'ici essayé d'établir son origine purement nègre. Page 32. Par-delà les qualificatifs péjoratifs de Chérubini, oui, parce que Chérubini n'était pas très descriptivement scientifique, mais très descriptivement, il savait bien décrire d'une qualité péjorative et péjorativisiale, quoi. Alors, si vous m'inventez la langue, donc, c'est-à-dire, cherchons en quoi les prisonniers qu'il décrit différents ethniquement de l'Égyptien, remarquons d'abord qu'il n'y a dans sa description aucun terme scientifique susceptible de retenir l'attention. Par contre, le caractère démesuré des injures qui constitue l'essentiel de cette description de la part d'un homme qui appartient au peuple, chez qui le sens de la mesure est considéré comme une vertu nationale, dénote l'irritation de quelqu'un qui ne parvient pas à démontrer ce qu'il voudrait. Il en arrive à oublier l'ordre objectif du tableau de Biban el-Molouk sur lequel
il s'est longuement étendu. Je ne pense pas qu'en fait, c'est Cheikh Anta Diop qui parle, mais je pense pas qu'en fait il s'est éloigné. Je pense qu'en fait il a fait un choix. On est dans une vision idéologique. Il faut justifier ce qui va se produire. Donc il n'a pas oublié. Il sait ce qu'il a vu. Ils savent ce qu'ils voient. Je vous ai dit que la logodémie, ils font une sélection d'informations. Donc, ils sélectionnent les informations, ils prennent ce qui va être nécessaire et ils regardent un peu l'ensemble du contexte et ils se disent que bon, s'il fait ça là maintenant, il n'aura rien de plus, rien de moins, alors que là, tout part en vrille, c'est une tension pas possible et c'est le moment pour l'Italie de sortir sa grandeur. Et la particularité du locodème, c'est de sortir sa grandeur en insultant les autres. Donc, il savait qu'en insultant ce peuple, donc notre peuple, ça allait lui donner une plus grande hauteur. Vous savez, je ne le dis pas souvent, mais peut-être que j'ai déjà dit, mais être professeur, ce n'était pas quelque chose de facile. Le succès, c'est bien, mais aussi, c'est le fait d'être enseignant. Il faut comprendre qu'à une certaine époque, le fait d'être professeur, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Avant, lorsque vous sortiez un livre, il était plus ou moins sûr que vous serez un grand professeur d'université, vous serez respecté, vous aurez un bon salaire, vous aurez une bonne situation de vie. Et là, c'était quand même la course au succès, la course à la réussite de la vie, de la carrière. Et donc, pour eux, toutes les occasions étaient les bonnes. Ce sont des opportunistes, si vous préférez. Ce sont des opportunistes. Et la majorité des locodermes sont des opportunistes. Ils savent profiter de la situation. Par exemple, beaucoup de locodermes savent profiter de la situation du fait que les Noirs soient aliénés pour davantage les montrer des choses auxquelles, évidemment, ils savaient le faire, et ce depuis le temps, mais par aliénation et aussi par le fait qu'on ne nous a pas appris ça dans notre système éducatif. Et bien aujourd'hui, ils viennent, ils se montrent en porte-garant. Et nous, comme on est idiots et on n'est pas au courant, et parce que on fait tout pour nous maintenir dans ce système, alors nous ne pouvons pas donc nous renseigner. Et eux, ils viennent le lendemain là, genre nous montrer des choses innovantes, alors qu'en fait, ce n'est rien d'innovant, c'est juste du taper-œil pour mieux nous dénigrer derrière. Donc c'est un peu pareil, quoi, si on peut le dire. Mais il n'a pas négligé le travail de Champollion, puisqu'il a travaillé avec Champollion le Jeune, mais il a décidé par but du succès, par idéologie, parce que de base il est négrophobe, comme beaucoup, et donc il s'est dit que de toute façon la paire c'est la paire, avec tout ce qui est sorti, allons-y, faisons notre vie, on va le faire. C'est un choix, je vous l'ai dit, c'est un choix. Continuons. Ici même, en effet, si la race nègre est, entre guillemets, au dernier degré de l'espèce humaine, puisque sur ce bas-relief, elle vient quand même avant la bête blonde de Gobineau, dont un ordre qui se répète avec constance sur les monuments où se situerait alors cette dernière. Ici même, elle reproduit le dessin dont parle Cherubini, en quoi que reconnaîtront donc sur ses visages la manifestation d'une bassesse morale. En quoi ces traits sont-ils distincts de ceux des Égyptiens? Comparez également les figures 34 à la figure 35. La figure 34, évidemment, c'est la terre cuite de Nok du Nigeria. C'est le nègre dépeint par lui-même. Comparez ce visage avec la statue égyptienne, les mêmes traits physiques apparaissent. Mais notez le contraste avec les paysans prisonniers de la figure 35. Les paysans noirs prisonniers sur la tombe du pharaon Horemheb. Notez la différence avec le type urbain de la figure 34. Ce type de paysan n'apparaît dans les centres urbains africains qu'après la transplantation des éléments ruraux portant les stigmates de la dure condition paysanne. Ainsi, ce qui a été pris à tort par une différence de classe raciale n'est en réalité qu'une distinction de classe entre l'aristocratie, la cité et le paysan aridé aux mains cailleuses qui est devenu du moins commun en Égypte, où l'agriculture n'était pas aussi difficile qu'en Nubie. Cherubini lui-même nous dit que le teint est quelquefois, entre guillemets, nuancé de brun foncé, c'est-à-dire la même couleur de peau, c'est-à-dire ce qu'il appelle brun rougeâtre, que d'autres appellent rouge sombre, etc., qu'il a reconnu aux Égyptiens des monuments. Il en résulte que le seul trait ethnique valable qu'il ait daigné nous donner est commun
aux deux races. La couleur de peau de ces prisonniers d'Istanbul montre que l'affirmation selon laquelle les Égyptiens ont découvert les nègres qu'au temps de la, entre guillemets, 18e dynastie et qu'ils ont représenté selon une couleur distincte de la leur, relève de l'imagination et non des documents. Ces corps, loin d'être gelés, ne sont-ils pas au contraire essentiellement athlétiques? Ces contorsions entre guillemets et ces contractions entre guillemets de la physionomie des personnages du premier plan, la résignation dédaigneuse de ceux de l'arrière-plan, n'implique-t-il pas davantage l'idée d'une haute conception de la dignité plutôt qu'une bassesse morale pour celui qui a la force de les interpréter objectivement? C'est une question. On a essayé d'insinuer aussi que si ces sostrisses et les pharaons d'une façon générale sont allés combattre les populations nègres au sud de l'Éthiopie et qu'ils n'étaient pas de la même race noire. C'est comme si on disait que puisque César a fait des expéditions en Gaule, les Gaulois et les Romains n'étaient pas de la même race blanche. Et que si les Romains étaient blancs, c'est que les Gaulois étaient jaunes ou noirs. Un peu une allégorie un peu stupide. Mais bon, c'est Chérubini, voilà. Les nègres qui vivaient à l'intérieur de l'Afrique étaient quelquefois très belliqueux. Ils se livraient fréquemment à des incursions sur le territoire égyptien. Ils constituaient ainsi une perpétuelle menace au sud et faisaient l'objet d'expéditions punitives telles de Philae. C'est dans le cadre de ces répressions que se situe l'intervention de ces sostrisses que commémore le bas-relief d'Istanbul du reste de cette expédition se situe à la dernière période de l'Égypte, de l'Empire égyptien de la 18e dynastie. C'est ainsi que les fils de Khem ont été amenés à appliquer l'expression entre guillemets mauvais fils de Couche à leurs frères plus éloignés du sud, c'est-à-dire les Nahas, qui veut dire entre guillemets vaurien en Wolof et Nahas vit les vauriens. Mais ce que les Égyptiens arboraient par-dessus tout, c'était les bergers asiatiques de toutes sortes, donc de tout phénotype locodermique qu'on avait pu énumérer. Depuis les entre guillemets sémites jusqu'aux indo-européens, ils n'avaient pas d'épithète assez injurieuse pour les désigner. Ils les traitaient entre guillemets d'asiatiques ignobles d'après Manéthon, de hic, entre parenthèses qui égale roi, dans la langue sacrée et sauce égale berger dans la langue populaire. Est venu le nom Hyksos donné aux envahisseurs. Il les traitait encore de entre guillemets maudits, de pestiférés, de lépreux, de pillards, de voleurs, d'où sati égale archer. En Wolof, le mot signifie voleur. D'après Marius Fontanès, les Égyptes 5000 à 715 avant Jésus-Christ, le maire, ils appelaient également les cités, j'arrive pas à bien lire ça, c'est S-C-I-T-E-H-E-S, qui veut dire la plaie de Sketo, je lis comme je vois, Chérubini, la Nubie, page 34. Les bas-reliefs que nous ont laissés les Égyptiens et qui commémore les expéditions pharaoniques contre ces plaies mouvantes de l'Asie figurent par contre des personnages dont la différence ethnique avec les Égyptiens est saisissable au premier abord et sans discussion possible. Pour mieux faire éclater les caractères sémite-ariens étrangers de ces ennemis de l'Égypte par opposition à l'identité des traits des Égyptiens avec les prisonniers d'Istanbul, nous avons reproduit ici la figure 36 des captifs asiatiques européens gravés sur les roches de Sinaï au temple de Médine Abdou, dont, contrairement à ce qu'il croit Chérubini, qui est loin de détruire, entre guillemets, le système qui avait jusqu'ici essayé d'établir. Donc, sur l'image que vous voyez là, on a les captifs de race blanche aryenne gravés sur les murs du temple de Médine Abdou. Pour ceux qui veulent savoir ce que le mot aryen veut dire, plus ou moins, je vous renvoie sur ma séance que vous voyez là, c'est-à-dire le génisme, aller un peu plus vers la fin de la séance. Peut-être que je devrais mieux indiquer les horaires comme ça pour que vous arriviez pour mieux découper la vidéo. Mais comme je ne sais pas bien découper les vidéos sur YT, donc du coup,
Bon, sachez que c'est vers la fin, vous aurez une brève description de ce que c'est que les peuples ariens. Voilà. Donc, revenons sur la planche que vous voyez là, donc sur les travaux qui ont été établis. Donc, ce sont les captifs de race aryenne gravés sur les murs du temple de Médine Abdou. À droite, type libyen au peuple du Nord, les Atlantes, du pasteur de Jürgens Parsnoot, type de captifs sémites gravés sur les roches du Sinaï. Et les reproductions sont tirées du livre de les Normandes sur l'Égypte, toutes ces populations étant encore nomades. Donc, vous vous rappelez, les populations nomades sont des populations dangereuses parce que ne connaissant que durant leur vie que des conditions compliquées. Donc, pour vivre, tuer, manger, violer, etc., ça fait partie de leur culture. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'ils sont venus sur Kamakachopa avec leur vision de la vie qui était très désagréable et pas du tout en lien avec la malade, malgré le fait que nos ancêtres ont essayé plus ou moins de comprendre ces personnes, ils ont décidé, eux, de faire le petit monde pourri. Et donc, derrière, avec l'attitude de belliqueuse sans cesse, et donc, nos ancêtres ont décidé de les chasser ou d'autres étaient arrêtés parce qu'il fallait les arrêter un peu plus vite. Parce que plus on laisse la perversité se faire de façon plus ou moins libérale comme ça, plus il est sûr que ça va s'étendre comme la peste, comme la gangrène, comme les MST, comme tous les virus, les bactéries. Donc, il faut couper court, comme ce que doivent évidemment faire nos politiques. Mais vous savez comment elles sont mises en place par ces systèmes leucodermiques et eux, ils ont le leucovirus exactement, c'est pas évident. Comme tous ceux qui critiquent aussi les politiciens, qui eux aussi ont le leucovirus sans le savoir. Exactement, il faut critiquer avec, je dirais, avec une action de pouvoir changer quelque chose derrière et non de critiquer pour critiquer dans le but de ne rien faire derrière, qui derrière, ben, évidemment, ne produira rien. Donc, voilà un peu la planche. Nous allons donc continuer la lecture. Par l'incohérence et la faiblesse de ce qu'il a cru être des arguments massifs dont Cherubini, il a confirmé au contraire plus que quiconque cette origine nègre. Je vous rappelle encore que l'égyptologie n'est pas réellement une science. Certes, elle est une institution, elle est calibrée, elle est financée, etc. par les sociétés dont vous connaissez les noms et les familles dont vous connaissez les noms, mais ce n'est pas une science, ce n'est pas une science innovatrice qui va apporter quelque chose à la vie. Elle est là que pour l'humanité. Elle n'est pas là pour la vie. Elle est là pour l'humanité. Qui est pour moi, pour l'échelle encore trop petit. Trop petit sur le temps assez long que ces sociétés kémites, ont mis du temps pour élaborer toutes ces sciences. C'est trop court et l'échelle qu'ils mettent en place est trop petite. L'échelle humaine, elle est trop petite. C'est l'échelle de la vie qu'il faut mesurer. Parce que c'est cet ensemble qui a configuré, qui a donné ce savoir à ces peuples de Kémite. Voilà. Donc, dans son livre Les Égyptes, publié en 1880, là nous sommes en 1880, Marius Fontanès aborde le même problème. Je vous rappelle le contexte. On est en 1880, les livres sont sortis, les darwinistes, dont les adeptes de Darwin sont sortis. Il y avait déjà les travaux du cousin de Darwin qui s'appelle Galton. Il avait déjà établi ses travaux sur la physionomie, etc. Et évidemment sur le génisme. Il avait aussi commencé ses réflexions. De nombreux adeptes de Darwin ont aussi commencé pas mal à réfléchir sur les conditions du racisme, etc. Des visions plus ou moins de plus en plus bien structurées parce que la société leucodermique se structure au fil des siècles. Donc, ils ont fini par mieux élaborer les thèses. Et je pense que la deuxième parution du livre de Darwin était déjà faite. Donc, tous les points étaient déjà mis, tous les échiquiers étaient déjà sur place. Et puis, on était déjà aux prémices de ce que, bon, pour certains pays, ça avait déjà commencé de l'esclavage à domicile qu'on appelle la colonisation. Premier stade, du moins, peut-être deuxième ou troisième stade. Voilà. Lisons sa théorie et c'est sur Fontanès que nous allons nous arrêter. Deux points, j'ouvre les guillemets. Sur leur monument, les Égyptiens s'étant toujours coloriés en rouge. Les partisans de l'origine méridionale ont dû relever un très grand nombre de particularités intéressantes susceptibles de préparer la solution du problème ethnographique posé. Vers le Nil, vers le haut du Nil, actuellement parmi les Foulbés,
qui ont la peau d'un jaune très caractérisé, ceux que leurs contemporains considèrent comme de race pure sont plutôt rouges. Les Bichari, eux, sont exactement de la couleur briquée que donnent les monuments égyptiens. Et ces hommes rouges seraient pour d'autres ethnographes des Éthiopiens, modifiés par le temps et par le climat. Des nègres parvenus à moitié de la période nécessaire pour que la peau d'un nègre devienne blanche. On a constaté que dans les pays calcaires, entre guillemets, le nègre est moins noir que dans les pays granitiques et plutoniens. On a cru remarquer même que le ton de la peau, je ne sais pas si c'est trompé parce que je ne sais pas, le ton de la peau, bon, c'est peut-être une erreur. Donc, je vais quand même relire, mais je vais dire le teint de la peau se modifiait suivant la saison. Les Nubiens, dans ce cas, ne seraient que d'anciens nègres, mais quant à la peau seulement, l'ostéologie étant restée absolument négritique, les nègres figuraient sur les peintures pharaoniques et que les graveurs ont si nettement déterminé que les hiéroglyphes nomment Narasu ou Narasiu sont sans affinité avec les Éthiopiens qui descendirent les premiers en Égypte. Ces derniers, donc, seraient des nègres atténués des Nubiens. Le canon dit de Lepsius et qui donne mis au carreau les proportions du corps de l'Égyptien parfait, à bras courts, un négroïde ou négricien. Au point de vue anthropologique, l'Égyptien vient après le Polynésien, les Samoyèdes, les Européens, et il est immédiatement suivi des nègres d'Afrique et des Tasmaniens. Il y a une tendance scientifique d'ailleurs à nous trouver en Afrique au fond dégagement fait bien entendu de l'océan Atlantique, de l'océan Indien, que des nègres ou négriciens diversement colorés. Les anciens Égyptiens seraient des nègres, mais des nègres du dernier degré, page 44, page 45. Voici sur l'absurdité de Fontanès, un autre chercheur scientifique, explorateur, génie, je ne sais pas, diplômé, surdiplômé, type leucodermique. Le point de vue de Fontanès qui pourrait se passer de commentaires confirme une fois de plus l'impossibilité de sortir de la réalité d'une Égypte nègre. Pour peu que l'on accepte de s'en tenir au fait, c'est ainsi que Lepsius, en se bornant à ses mensurations objectives, arrive à cette conclusion formelle et capitale que l'Égyptien parfait est un négricien, c'est-à-dire que son ostéologie est négritique. Et c'est pour cette raison que les ouvrages anthropologues ne sont pas bavards sur l'ostéologie égyptienne. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette séance de lecture ne vous a pas trop embrouillé, qu'elle a été plus ou moins soutenable pour vous et qu'elle n'a pas été trop longue. Donc, je vous remercie. Je ne vais pas trop parler pour la fin. Je vous ai presque tout dit au début. Donc, merci. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, liker, partager, commenter. Merci pour votre soutien. Et comme je le dis souvent, il est plus préférable maintenant d'apprendre à se connaître bien plus que d'essayer de connaître les autres. Vous savez, quelqu'un qui ne se connaît pas ne peut pas connaître l'autre. Il ne peut pas prétendre connaître l'autre ou ne peut même pas aider quelqu'un d'autre. Donc, sur ce, je vous remercie. Faites très attention. Étudiez votre histoire. Étudiez qui vous êtes. Faites attention, mes frères et mes sœurs. Faites attention. Je vous remercie et bibala.